Il est 18h, merci d'être avec nous pour ce nouveau journal du jeudi 25 août. Actuellement, un dossier de prêt sur 2 est refusé, la faute aux taux qui ont augmenté depuis le début de l'été. Après 2 années exceptionnelles, l'immobilier en Vendée ralentit, de 15 à 20% de transactions en moins sont annoncées. On fait le point avec le président de la Chambre FNAIM de Vendée. On a eu une augmentation des prix post-Covid et puis aujourd'hui, les taux d'intérêt qui ont augmenté, les conditions aussi d'octroi des taux qui se sont compliquées et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette correction à la baisse. Pour autant, on aura quand même une petite augmentation des prix sur l'année autour de 10% pour les maisons, 5% pour les appartements. Or, évidemment, secteur côtier qui est vraiment toujours très attractif. Et par lien de cause à effet, la situation se tend encore davantage pour la location avec 13% d'offres en moins. Effet en partie également dû au nouveau DPE qui interdira à la location les logements les plus énergivores, les propriétaires préférant revendre plutôt que d'effectuer des travaux parfois coûteux. Quand on accueille autant de visiteurs que le Puy du Fou, jusqu'à 25 000 par jour, comment gérer la foule pour qu'elle circule en toute sécurité entre les différentes attractions ? Un dispositif bien huilé qu'a voulu découvrir Simon Filippo. Il nous dévoile quelques secrets du parc. Ils sont près de 200 à travailler à la sécurité du parc, avec pour principale mission la gestion du flux des visiteurs. Il faut faire en sorte que chacun puisse accéder au spectacle de son choix sans difficulté et puisse en sortir le plus rapidement possible. Et pour cela, toutes les journées sont préparées à l'avance par le directeur de la sécurité. On gère un flux aussi conséquent en positionnant sur le parc et notamment les horaires de spectacle. Les horaires de spectacle sont définis pour permettre aux visiteurs, aux nombreux visiteurs, de pouvoir trouver une place dans chacune des tribunes à un instant donné. Donc on va positionner des spectacles les uns à la suite des autres pour permettre aux premiers d'intégrer les premiers spectacles et puis aux suivants qui se verraient refuser l'entrée pour faute de place sur le premier, d'intégrer le spectacle suivant et d'organiser ensuite la journée. Sur chaque spectacle, un coordinateur sécurité est présent. Au Stadium gallo-romain, c'est Anthony qui assure cette mission, une arène qu'il connaît bien pour avoir été pendant 15 ans pilote de char. Désormais, à la sécurité, il doit avoir l'œil partout et sur tout le monde. Nous, on est juste là pour superviser. On va être en renfort également sur la sortie du spectacle et puis intervenir en cas d'événement ou d'incident pendant le spectacle. Voilà. Donc on est présent sur l'ensemble du site du Puy du Fou. On accentue un petit peu plus sur le stadium puisque c'est les tribunes, c'est notre spectacle le plus grand avec les tribunes les plus importantes et c'est là où se retrouvent le plus de spectateurs en même temps. Les placeurs tiennent aussi une place primordiale afin de guider la foule et parmi eux se cachent les secouristes, des secouristes très sollicités durant cet été caniculaire. Pendant les périodes de canicule, on a eu beaucoup d'interventions, donc des malaises et des petits coups de chaleur. Du coup, on montait jusqu'à une centaine d'interventions par jour. Et comme on est 15 à peu près, ça nous fait des grosses journées. Le parc possède également son propre service incendie prêt à partir à la moindre alerte. Durant cette saison estivale, aucun incident n'est à déplorer. Mission remplie donc pour les équipes sécurité du Puy du Fou. Allez, c'est une structure unique en France que je vous invite à découvrir à présent. La maison du Boitis-Sandeau a la particularité d'accueillir 15 familles composées d'adultes handicapés et leurs parents vieillissants pour que ces derniers n'aient plus la crainte de l'avenir. Aux Herbiers, voyez ce reportage de Colline Davy. Un grand jardin et une très grande table pour un endroit unique en France. Le Boitis-Sandeau accueille 15 familles, alors il faut de la place pour tout le monde. La maison du Boitis-Sandeau est née il y a 15 ans pour accueillir ici des adultes en situation de handicap avec leurs parents âgés qui souhaitaient, malgré l'âge et la dépendance, continuer la vie commune. Avec une question qui se pose du « qu'est-ce que deviendra mon enfant quand je ne serai plus là ?» Cette question, Michel se l'est posée avant de découvrir cette solution. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Et ce qui m'a fait venir ici, c'est... Je me suis retrouvée veuve en 2007. Et je me suis rendu compte que s'il m'arrivait quelque chose, ma fille était toute seule. Armelle et moi, on a fait notre petite vie. Elle a son studio. Elle a ses amis. Quand elle a ses petits moments d'angoisse, elle se précipite ici. Alors pendant un certain temps, elle dormait à côté de moi. Comme j'ai 2 matelas, elle dormait à côté de moi. Et puis petit à petit, ça s'est arrêté. Maintenant, ma fille, elle est vraiment, j'ose pas dire indépendante, mais elle se débrouille quand même pas mal. Et moi, dans le fond, je me sens bien.
Un soulagement pour les parents, mais aussi parfois pour les enfants. Des adultes qui cherchent eux aussi à trouver leur indépendance. On logeait, mon père, ma mère et moi, dans une maison pas très loin d'Hyper-U, mais qui était bien pour un couple, qui était bien pour une personne, mais pour 3 personnes qui s'avéraient un peu petite. Quand vous êtes arrivée ici, qu'est-ce qui a changé pour vous ? C'était mieux parce que j'étais plus indépendante. J'avais mon studio, je vivais mieux, quoi. Et parfois, cette maison n'est qu'un passage. Thierry est arrivé en 2008 avec son papa. Il s'est marié le 11 juin dernier et envisage maintenant de refaire sa vie ailleurs, dans un nouveau studio. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça nous donne une responsabilité. Parce que j'aurais jamais pensé me marier un jour. Je me disais, mon père disait, non mais tu vas rester avec moi, tu seras tout seul, c'est bien les copains, mais c'est... Puis là, tu vois, mon papa parti, puis maintenant je refais ma vie avec une femme. Si cette résidence est une solution pour la fin de vie, elle peut donc aussi lancer sur un nouveau départ. Dans un tout autre domaine à présent, partons au Sable d'Olonne pour une séance de shooting canin. Oui, vous avez bien entendu. Cette photographe s'est spécialisée dans la photographie d'animaux de compagnie pour immortaliser ce lien de complicité unique entre un maître et son compagnon à 4 pattes. Une séance photo pas comme les autres à laquelle Inès Wick a assisté. Ok, parfait. On va tourner quand même celui-là. Mégane Le Guillou n'a que 10 ans quand son grand-père lui transmet la passion pour la photographie. Soutenue par ses parents, elle décide de se lancer. En tant que professionnelle, ma première séance, ça a été une famille avec 2 chiens. Et j'ai dit, ok, mais comme je suis passionnée d'animaux, il y a moyen d'allier les deux, il faut que je le fasse en fait. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis retrouvée à faire des photos d'animaux de compagnie pour les particuliers et les professionnels. Mettre à l'aise le propriétaire est à la base d'un shooting réussi. Le principal, c'est qu'en fait, le propriétaire soit à l'aise. Parce qu'à partir du moment où lui sera à l'aise, son chien sera à l'aise aussi. Donc après, l'idée, c'est qu'ils passent un bon moment ensemble, qu'ils jouent, qu'ils chahutent, qu'ils se fassent des bisous. Voilà, on veut voir de l'amour, de la complicité. Donc c'est plus mettre le propriétaire à l'aise qui aidera à être au chien qui soit détendu et à l'aise avec moi aussi pour la séance. La photographie animalière est une pratique qui demande beaucoup de patience. Parce que chaque chien, chaque animal, même les chats, ils ont tous leur caractère et ils ont tous leurs appréhensions, leurs craintes. Et il faut savoir s'adapter et être très 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 patient pour que l'animal fasse suffisamment confiance pour accepter ce qu'on lui demande en fait. Finalement, l'objectif de ces shootings, c'est d'immortaliser ces moments de complicité avec son animal de compagnie. C'est vrai que nos animaux, ils font partie de notre vie, mais ils ne sont pas là pour toujours. Et ça, c'est hyper important, en fait, c'est de pouvoir garder un souvenir qui sera intemporel et impérissable de la relation qu'on avait avec lui, de son caractère. Et ça, pour moi, c'est hyper important, donc ça me fait plaisir de pouvoir le faire pour d'autres personnes. Dans une ère digitale où même les animaux ont un compte sur les réseaux sociaux, Mégane espère pouvoir vivre pleinement de sa passion. Et cette semaine, vous le savez, nous découvrons chaque soir un arbre exceptionnel de Vendée. Après un pin de Monterrey hier, c'est un magnifique chêne liège qui a attiré notre attention et même celui de la France entière, puisque ce spécimen a obtenu le label Arbre remarquable de France. Grégoire de Châtillon s'est rendu à la bretonnière Laclais pour le contempler. Le chêne liège se trouve au cœur du bourg de la bretonnière Laclais. Celui-ci est extraordinaire à plus d'un titre. Cet arbre, originaire du bassin méditerranéen, aurait été planté ici il y a environ 300 ans. Ça reste toujours une légende et pour autant on imagine que cette légende s'appuie sur des faits avérés. Il s'agirait d'un missionnaire qui nous aurait rapporté ce beau spécimen, sans doute beaucoup plus petit à l'époque, qui l'a implanté ici où nous sommes à l'arrière de la mairie et surtout dans ce qui était autrefois l'ancien jardin du presbytère. Avec ses 17 mètres de hauteur pour 3,60 mètres de circonférence de tronc, l'arbre affiche un beau port naturel avec son houppier arrondi. Le chêne liège, si peu fréquent chez nous, est bien connu pour les propriétés exceptionnelles de son écorce, le liège, une écorce épaisse et crevassée à partir de laquelle on réalise par exemple les bouchons de bouteilles de vin. Cet adorateur du soleil, si bien installé dans la commune de la bretonnière Laclais, a représenté en 2021 la région Pays de la Loire pour le concours national de l'arbre de l'année.
Ce qui est surprenant avec cette essence, c'est qu'elle exige un sol acide pour se développer. Et là, on est sur du calcaire. On est bien sous un sous-sol calcaire, alors que ces arbres, on les caractérise de calcifuges, donc ils n'aiment pas le calcaire en théorie, donc ça reste effectivement mystérieux d'avoir un arbre d'une aussi belle ampleur sur un sol qui a priori n'est pas son sol de prédilection, donc sans doute qu'il a trouvé une veine qui lui convient parfaitement. Ce chêne liège vendéen qui respire la bonne santé est l'un des plus beaux du pays, si bien qu'en février dernier, il a obtenu le label Arbre remarquable de France. Un arbre peut être très remarquable aux yeux de quelqu'un et beaucoup moins aux yeux d'une autre personne. C'est subjectif, mais globalement, les critères qu'on regarde, le principal, le plus fréquent, c'est la taille et l'âge de l'arbre. Donc un arbre est souvent remarquable par ses dimensions exceptionnelles, qui témoignent aussi d'un âge de plusieurs siècles bien souvent. C'est le cas de notre chêne liège ici. Et un arbre peut aussi être remarquable pour des faits historiques ou des légendes qui lui sont associées. Et on peut aussi avoir des arbres remarquables en raison de l'essence, donc une essence qui serait très rare dans la région. Pour sa rareté ici, pour son âge, pour sa majesté, le chêne liège de la Bretonnière-la-Claye est de loin le plus impressionnant des êtres vivants de cette petite commune de Vendée. On jette un œil à la météo de ce vendredi avec un retour progressif du soleil malgré la persistance de quelques cumulus. Le vent de nord à nord-ouest se renforce parfois jusqu'à 40 km/h dans l'après-midi. Les températures attendues sont de 21 degrés sur les côtes et jusqu'à 28 dans les terres. C'est la fin de cette édition. Retour de l'actualité demain à 18h30. D'ici là, passez une très belle soirée sur TV Vendée.